Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 85e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, on parle d'un des sujets les plus chauds à Montréal actuellement. Et non, ce n'est pas la transaction de Patrick Laine avec le Canadien. Je parle bien sûr des Alouettes de Montréal. Très heureux de recevoir mon collaborateur habituel, Pablo Herrera Vergara. Ça va bien, Pablo? Ça va très bien, merci. Et toi? Très, très heureux de te recevoir. Ça va super bien. Je rappelle aux gens que pour ceux qui ont un petit peu moins l'habitude, Pablo, chroniqueur régulier sur le site Three Downs Nation, il écrit sur les Alouettes et on peut t'entendre à chaque semaine sur le podcast L'Envol. Donc, beaucoup, beaucoup de contenu Alouettes qui sont venus de ton côté. Et on peut se le dire, dans une saison comme cette année, ça doit être nettement plus agréable de suivre l'équipe, là. Ah, définitivement, écoute, c'est jour et la nuit par rapport à ce qu'on a vu au cours des années sombres, des années 2016, 2017, 2018. On avait vraiment de la misère à enchaîner les victoires. Là, on se demande qui va arrêter les Alouettes. Donc, c'est vraiment un changement complet de Mm. scénario. Puis, non, je pense que je suis vraiment content pour les gens à Montréal. Après les années de misère, ça fait du bien d'avoir une équipe non seulement compétitive, mais qui est vraiment dominante. C'est la semaine 13 dans la LCF et les Alouettes en profitent pour avoir une semaine de congé qui arrive quand même à point. Là. On va en parler un petit peu plus tard, mais on a eu beaucoup, beaucoup de blessés dans les dernières semaines. On entame cette semaine de congé-là au premier rang de la LCF avec une récolte de 20 points, 10 victoires, une défaite. On est invaincu à l'étranger. Il faut dire que la défaite subie contre Toronto à la maison, Cody Fajardo s'était blessé. On avait eu toutes sortes de pépins. La défensive n'était pas à blâmer. Reste aussi que, statistique phénoménale, on a la meilleure séquence dans les 19 dernières parties de l'ère moderne de la LCF, pardon, avec une fiche de 18-1. On est sur une ère d'aller extraordinaire. Euh, Tu viens de me mentionner à quel point c'était plus facile de ton côté. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu me dises, sans élaborer, on en parlera un petit peu plus tard, mais de ton Mhm. côté, oui, ça va super bien pour les Alouettes, mais à quel endroit, selon toi, on devrait effectuer des ajouts? Ça va prendre un petit peu de renfort euh, pour le restant de la saison. Juste me dire une position, puis on en reviendra un petit peu plus tard. Écoute, je vais un peu tricher, je vais t'en donner deux, mais les tranchées, donc ligne offensive Ouais. et ligne défensive. C'est super, on en parlera un petit peu plus tard. Faut dire quand même, relativiser quelques victoires des Alouettes. 5 des 10 victoires ont été gagnées par 5 points ou moins. En bout de ligne, c'est la défensive qui n'a pas cassé. Et malgré toutes les l'hécatombe de blessures qu'ont pu subir les Alouettes cette année, les remplaçants ont fait le travail. Donc, dès le début, il faut lever notre chapeau du côté de Danny Maciocia qui a fait du bon travail pour aller chercher des remplaçants. On en a eu une dizaine à un certain point de partants qui étaient blessés. Donc, on a réussi à faire le travail avec nos remplaçants, mais parfois, ça a vraiment été de justesse, là. Non, c'est clair, les Alouettes ont vraiment travaillé dur pour aller chercher ces victoires-là. Puis lorsque tu regardes la fiche, c'est facile de se dire, wow, cette équipe-là est vraiment dominante, puis bat tout le monde à plat de couture. La réalité, c'est que, comme tu l'as dit, Non, c'est joueur pas ça. blessé, euh, écoute, carrière blessé pendant plusieurs semaines, c'est pas évident comme circonstance, puis les Alouettes trouvent le moyen de gagner, puis ça, c'est vraiment impressionnant. Puis je pense qu'avant même d'embarquer un peu dans les détails de l'équipe, je le dis souvent dans le podcast L'Envol, mais j'espère que les gens à Montréal se rendre compte que c'est quelque chose d'exceptionnel, puis à Ouais. quel point on est en train de vivre quelque chose de spécial avec cette équipe-là. Puis tu sais, on se rappelle les années de Calvillo où tu sais, c'était tellement facile de faire les séries, puis on parlait de Coupe Grey à toutes les années. Mais la Ligue canadienne de l'ère moderne, c'est vraiment fou comment ça peut changer rapidement. Les Blue Bombers cette année connaissent énormément de difficultés alors Ouais. qu'ils ont participé aux quatre dernières finales de la Coupe Grey. Donc, ça peut changer rapidement le football canadien. Puis je souhaite aux gens d'en profiter le plus possible parce que on sait jamais justement. Puis évidemment, je ne souhaite pas de malheur aux Alouettes, mais on ne sait jamais justement quand ça peut débarquer, puis on peut embarquer dans une espèce de série d'années difficiles. Donc, profitez-en, Ouais. profitez-en tout le monde, puis écoute, c'est vraiment spécial ce qu'on est en train de voir. Profitons-en pendant qu'on est dans le haut de la Hein? vague. Parlons d'un des éléments qui fait en sorte que les Alouettes ont autant de succès cette année. C'est la défensive, mais plus précisément,
la domination des secondaires. On va commencer avec le travail de Tyrese Beverett, qui, selon moi, est le leader de cette équipe-là sur le jeu, du moins. 71 plaqués, 4 échappées provoquées, 3 sacs du corps, une interception. On parlerait définitivement de lui comme un des meilleurs joueurs défensifs dans la LCF cette année. On le savait qu'il était bon. On lui a donné une prolongation de contrat lors de l'entre-saison, mais il atteint des niveaux jamais espérés encore cette saison-là. Pour moi, Tyrese Beverett, c'est le joueur défensif de l'année dans la Ligue canadienne si pour moi la saison finissait aujourd'hui. Puis je pense que c'est pas seulement mon avis, je pense qu'à travers la Ligue canadienne, on commence vraiment à non seulement respecter son travail, mais se rendre compte à quel point il est dominant tout en étant relativement silencieux. Je vais m'expliquer. On attendait beaucoup d'Arnold Sankey cette année. On attendait Reggie Stubblefield qui s'est blessé rapidement en début de saison. Puis on entend peu parler de Tyrese Beverett en tant que tel lorsque justement on regarde les joueurs les plus flamboyants de la ligue, mais il fait le travail puis il le fait d'une façon extraordinaire. Il est vraiment dans tous les plaqués, va chercher justement il est capable de rétrécir l'écart avec les joueurs adverses tellement rapidement, puis il trouve toujours le moyen d'être impliqué. Puis cette année, à un moment donné, je me souviens plus exactement c'est quel match, une interception, une échappée recouvrée, vraiment, il était partout, puis les statistiques étaient là. Mais lors des autres matchs, c'est pas parce qu'il fait pas le travail, c'est juste que c'est silencieux, ça passe sous silence, il y a d'autres gens qui s'illustrent. Mais lorsque tu regardes dans l'ensemble, pour moi, c'est le joueur défensif de l'année dans la Ligue canadienne, tellement pour moi, il est dominant à sa position. On le remarque facilement grâce à son explosivité. Régulièrement, va percer les lignes offensives pour aller chasser le corps. Euh, Vraiment, comme tu l'as dit, le joueur de l'année, mais pour moi, ce qui m'impressionne, c'est à quel point il est complet. On va parler d'un autre joueur de cette unité-là. Tu l'as mentionné, Darnell Sankey. Si Beverett est le leader sur le jeu, Sankey est un leader par sa présence extrêmement vocale auprès de ses coéquipiers sur les lignes de côté. On parle quand même des statistiques étincelantes de son côté, là, 63 plaqués, 3 échappées provoquées, un sac, 2 échappées récupérées. Donc, un petit peu moins flamboyant que Beverett, mais tout aussi essentiel aux Alouettes. Je te dirais qu'il est même plus vocal que Beverett sur le terrain. Puis, tu Ouais. sais, lorsque tu regardes un impact violent, tu vas regarder Darnell Sankey, c'est sûr, parce que lui, il est au cœur de la défensive. Puis lui, les porteurs de ballon, il les attend de pied ferme. Puis, écoute, lorsque tu regardes les deux joueurs, c'est clair que tu entends beaucoup plus souvent parler de Darnell Sankey. Puis, avec raison, dans le sens où il est vraiment bon. Il fait le travail. Puis, peut-être un peu moins flamboyant que l'année passée. Mais lorsque les matchs importants arrivent, lorsque c'est important que la défensive justement se dresse, il est là pour répondre. Puis c'est le premier qui va critiquer la défensive après une défaite. Puis il prendra rarement les crédits pour une victoire. Ouais. Puis c'est ça que je trouve extraordinaire de ce joueur-là. Puis, comme je l'ai dit, c'est un joueur que lorsque l'enjeu est là, il va répondre présent. On l'a vu en Regina cette année, un match extrêmement difficile à aller gagner. Puis c'est lui qui a donné le ton en frappant A.J. Ouellet à plusieurs reprises dans le match. Puis c'est vraiment ça qui a un peu sorti les Riders de leur match. Puis ils ont arrêté de courir soudainement. Puis là, ça a permis justement aux Alouettes de se dresser défensivement au niveau des demi-défensifs. Donc, lorsque l'enjeu est grand, il répond. Puis c'est ça que je trouve extraordinaire de ce joueur-là. Petit mot aussi sur un joueur qu'on attendait un petit peu moins, le Québécois Geoffrey Quentin Arcou. Euh, Mhm. donc, il est arrivé dans un rôle plus obscur. Oui, ça a été le choix de première ronde cette année, mais on le connaissait un petit peu moins. Il est arrivé durant le camp d'entraînement, provient de l'Université Memphis. Dans un moment où, tu l'as mentionné, on entendait un petit peu plus Reggie Stubblefield, peut-être même un Tyrell Richards, mais qui s'est encore une fois blessé. Mais Geoffrey Quentin est arrivé avec un caractère extraordinaire pour un joueur de 25 ans qui n'avait jamais joué dans cette ligue-là. 27 plaqués, extrêmement bon pour chasser le corps. Il a déjà 4 sacs. Donc, c'est un atout vraiment, vraiment de taille pour les Alouettes. Donc, comme j'ai mentionné qu'on entendait un petit peu moins, il nous présente définitivement un football de très haut niveau, là. Ah, c'est clair. Puis dans le cas de Jeffrey Canté-Arcou, ce qui est intéressant, tu l'as mentionné, mais c'est un joueur canadien. Donc, Ouais. lorsque tu regardes le ratio canadien-américain, puis on aura l'occasion de parler justement de l'arrivée d'Austin Mack avec les receveurs, puis du fait que maintenant, tu as beaucoup plus d'Américains que tu veux habiller. Ben, lui, c'est un joueur qui te donne une option à Jason Maas de pouvoir l'habiller comme partant.
Il est en train de démontrer qu'il a ce qu'il faut pour être un partant dans la Ligue canadienne. Puis moi, ce que j'aime particulièrement de lui, c'est que peu importe quand on l'insère dans le match, il trouve le moyen d'avoir un impact. Euh, Lorsque le dernier match contre Edmonton, ça allait pas bien pour les Alouettes en défensive. On avait besoin de quelqu'un qui était capable de se rendre au corps arrière. Puis soudainement, Jeffrey Canté-Arcou est devenu la solution. Il a commencé à déranger McLeod Bethel-Thompson. Et là, à partir de ce moment-là, les Alouettes, défensivement, se sont redressés parce que justement, il était capable de mettre de la pression. Puis c'est le plus grand problème des Alouettes cette année, la pression. On va parler de pourquoi j'ai dit que les tranchées, pour moi, c'est là où il faut qu'on rajoute un peu écoute, de talent. Mais lui est capable justement d'arriver puis de mettre de la pression sur les carrières. Puis je veux rien enlever à Tyrese Beverage, je veux rien enlever à Donald Sankey, mais pour moi, de ces trois joueurs-là, c'est inclus Quentin Arcou. C'est lui de loin qui est le plus dérangeant pour un corps arrière. Et c'est ça qui le rend assez particulier pour les Alouettes de Montréal. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'on va l'utiliser lors des prochaines semaines parce qu'il est en train de démontrer qu'il peut avoir une place de partant dans la Ligue canadienne. J'allais justement mentionner que Noel Thorpe risque de l'inclure de plus en plus dans ses schémas défensifs. Tu as parlé de ce front défensif-là. Il faut mentionner quand même Mustapha Johnson qui connaît une autre bonne saison, le plaqueur défensif, 5 sacs, 29 plaqués. Là, on n'a pas mentionné un petit peu tout ce qui était beau du côté de ce front défensif. C'est une défensive quand même qui n'a alloué que 232 points. C'est le deuxième meilleur dossier de la LCF. Donc, les joueurs qu'on a mentionnés aident beaucoup au fait que c'est une fiche très, très positive pour Montréal. Par contre, ce n'est pas que du beau du côté de la défensive. J'avais justement préparé dans ma préparation d'avant-émission, selon moi, l'élément qui était à améliorer chez les Alouettes, c'était que la pression doit venir de cette ligne défensive-là. Mustapha Johnson fait le travail, mais c'est insuffisant. Il est trop, disons, laissé à lui-même dans cette optique-là. Il faut mentionner quand même que la suspension de Sean Lemon a créé une énorme brèche. Ça a fait en sorte que Avery Ellis, qui était un remplaçant, est devenu régulier. Ellis contre deux sacs. Isaac Adeyemi Berglund en compte deux aussi. Du côté de Derek Wiggin, plus à l'intérieur de cette ligne-là, c'est un seul sac. Dylan Wynn, 0. Donc, il manque vraiment, vraiment de soutien à Mustapha Johnson pour presser le corps dans cette ligne défensive-là. T'as entièrement raison. Puis, dans le cas des Alouettes, c'est assez particulier parce que lorsque tu regardes, comme tu l'as dit, en général, on n'accorde pas beaucoup de points, on plie, mais on ne casse pas. D'ailleurs, c'est la mentalité de Noel Thorpe. Puis, on se rend compte que la majorité de la pression qui sont au carrière, ça vient des demi-défensifs. Ouais. Et puis, ce que je trouve de plus en plus dangereux pour les Alouettes, c'est que les carrières adverses puis les coordonnateurs offensifs adverses commencent à trouver des solutions, justement, à cette pression par les demi-défensifs en allant avec des tracés courts, des tracés rapides qui donnent la possibilité à des receveurs de gagner des 1 contre 1 parce que quand tu amènes de la pression, ça donne souvent des 1 contre 1 ailleurs sur le terrain. Puis, avec beaucoup d'espace comme dans la Ligue canadienne, c'est facile pour un receveur de gagner un 1 contre 1. Donc, je pense que de plus en plus, on commence à s'ajuster du côté des coordonnateurs offensifs et c'est ça qui devient dangereux parce que Noel Thorpe ne peut plus seulement se fier à sa ligne défensive pour appliquer la pression parce que sinon, le carrière a un temps presque illimité pour lancer ses ballons. On a parlé justement de ces problèmes-là. Tu as parlé justement de la suspension de Sean Lemon. Tu as un joueur qui a été libéré par les Bucks de Tampa Bay dans Ouais, la NFL qui justement aurait un low pour ceux qui n'avaient pas compris de qui je parlais, qui a été dominant l'an dernier lorsqu'on l'a inséré, un Canadien en plus. Écoute, lui, son arrivée pourrait donner un tout nouvel élan. Puis si tu me demandais, Étienne, des deux je prendrais entre Sean Lemon puis Lowell Uguak, je prendrais Uguak avant Lemon tout de présentement. suite. Ouais. Parce que Lemon, je veux dire, oui, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience puis qui peut amener beaucoup dans le vestiaire aussi. Mais vraiment, même en début de saison, on le sentait que c'était plus vraiment le même joueur non plus. Il avait un peu ralenti. C'était pas un gros début de saison pour lui. À part son premier sac à Winnipeg, le reste, ça avait été très, très, très silencieux de sa part. Donc, Uguak, pour moi, amènerait une autre dimension. Puis écoute, moi, chaque fois que je pense à Uguak, je pense à son plaqué dévastateur Ah contre oui. Brady Rivera en finale de la Coupe Grey. Tu le sais, j'étais sur place. Ouais. Je l'ai senti, là, ce plaqué-là. Senti vibrer. Lui, je pense qu'il justement, il enlèverait beaucoup de pression à Mustapha Johnson pour se rendre au carrière.
parce qu'on n'aurait pas le choix de peut-être le doubler et peut-être que ça offrait des opportunités à des Wiggins, à des Dylan Wynn de justement d'avoir plus de présence dans le champ arrière. Parce que c'est vraiment ça qui manque aux Alouettes présentement. La pression vient la majorité du temps des demi-défensifs, mais lorsqu'un bon coordonnateur offensif et un bon carrière sont capables de s'ajuster, c'est là que vraiment, c'est pas une stratégie qui est très intéressante pour les Alouettes. Et pour compléter sur Uguak, il a connu un excellent camp d'entraînement avec les Buccaneers. J'ai regardé certains rapports qui provenaient de Tampa Bay et dans certains matchs préparatoires, il a été un des meilleurs joueurs défensifs de l'équipe au complet. Il aurait eu un petit pépin physique là, au niveau de sa santé, une petite blessure mineure dans les derniers moments du camp. Peut-être c'est ce qu'il aurait pu faire en sorte que les Buccaneers ont préféré garder des joueurs en santé plutôt que de garder un joueur canadien qui connaissent un petit peu moins, qui n'a pas vraiment d'affiliation avec le club depuis de nombreuses années. Donc, c'est peut-être ce qui a fait en sorte que Uguak a été libéré. Je pense que notre directeur général, Danny Machocha, va profiter de sa première semaine de vacances. Il devrait se mettre sur le téléphone au début de la prochaine semaine. Parlons un petit peu de la tertiaire qui a quand même livré du bon travail sans être disons, très, très explosive au niveau des interceptions. On en a seulement deux du côté de Ento et de Ruffin. On est efficace. Et je dois mentionner le retour au jeu de Wesley Sutton, qui est venu stabiliser cette unité-là. De quoi Ruffin, Ento et Sutton, ensemble, ça reste une unité très constante, là. Ah, vraiment. Puis quand tu penses à ça, tu as Nafis Lyon qui attend sur les lignes de côté patiemment son tour depuis quelques semaines, a obtenu un départ. Puis c'est sûr qu'il a mal paru en Saskatchewan lorsque il a été victime justement de mauvais pivots. Puis Ouais. Mitch Picton a marqué son toucher. Puis depuis ce temps-là, on l'a plus revu dans l'alignement. Mais lui, j'ai vraiment aucun problème. J'aurais pleine confiance de le mettre sur le terrain. C'est un joueur qui est capable de faire le travail. Donc lorsque tu regardes l'unité au complet, incluant Lyon, parce que sérieusement, pour moi, c'est pas le pire des joueurs-là, mais regarde, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Mais j'adore Nafis Lyon dans le terme de ce qu'il appelle au niveau physique aussi. Donc, c'est mon petit aparté. Mais tu l'as dit, l'unité en tant que telle, ça fait le travail, c'est efficace. On est présent là-dessus. On commence à tranquillement perdre des fois des 1 contre 1. Mais encore là, c'est parce qu'on est obligé d'amener de la pression d'ailleurs. Donc, on laisse ces joueurs-là plus libres. Puis Marc-Antoine de quoi ça mène souvent en pression. Donc, ce qui fait en sorte qu'ils ne reçoivent pas d'aide, les demi-défensifs dernièrement, mais malgré tout, sont capables de faire le travail. Et lorsque les moments sont importants, encore une fois, en fin de match contre Edmonton, on a été sublime pour justement empêcher les Hawks 2 fois de rentrer dans la zone début. Donc, pour vrai, cette unité-là fait le travail. Mais encore là, je pense que si on amène plus de pression de la part de la ligne défensive, ils vont encore mieux paraître sur le terrain que ce qu'ils paraissent maintenant. C'est difficile à croire, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver définitivement. On a parlé de Loal Uguak qui pourrait faire son retour avec les Alouettes. Je vais te nommer un autre nom et tu me diras si tu penses qu'il pourrait venir aider les Alouettes. Je parle ici de Jonathan Sutherland, qui a été le premier choix des Alouettes en 2023. C'est un demi-défensif qui a, dans les dernières années, uniquement touché à la NFL. Il fait partie des Seahawks, mais maintenant été retranché des Giants de New York. Oui, il ne connaît pas l'organisation. C'est pas comme Ougoua qui n'a pas fait partie de l'équipe. Par contre, il pourrait vraiment, vraiment venir solidifier cette tertiaire-là. C'est un joueur de grand talent. Est-ce que Mhm. certains échos ou simplement un feeling qu'on pourrait le voir cette année ou peut-être même uniquement à compter de l'année prochaine? Et son cas est assez intriguant parce que, comme tu l'as dit, il ne connaît pas l'organisation, mais c'est un joueur qui, lorsqu'il avait été repêché par les Alouettes, malgré le fait qu'il avait déjà signé un contrat dans la NFL, avait fait la route depuis Ottawa, lui-même en voiture, parce que puis c'est lui-même qui avait demandé une conférence de presse ici à Montréal. Donc, Ouais. on sent qu'il y a vraiment une appartenance pour le club. Puis il est content d'avoir été repêché par les Alouettes de Montréal. Je pense qu'il est reconnaissant. Donc, de ce côté-là, tu te dis, wow, tu sais, tout est là pour qu'il signe à Montréal. Mais en même temps, on n'a pas beaucoup entendu parler tu sais, on n'a pas eu beaucoup d'échos par rapport au Non, fait qu'il pourrait signer avec les Alouettes. On sent vraiment qu'il veut tester un peu les équipes dans la NFL, voir expérience est-ce qu'il NFL pourrait avoir jusqu'au une bout. opportunité. Puis, exactement. Puis lui,
contrairement à un joueur comme Austin Mack, il est plus jeune, donc Plus jeune. il y a encore des opportunités qu'il sent qu'il peut aller chercher. Puis je pense que lui, ça ne le dérangerait pas nécessairement d'être signé dans une équipe de pratique pour au moins débuter la saison, puis d'espérer des blessures, etc., pour monter. Donc, je pense que de ce côté-là, ça ira peut-être à l'année prochaine. Ouais. Mais C'est écoute, mon feeling aussi. oui, je pense que de ce côté-là, je pense que ça va être un peu plus long avant de le voir à Montréal. Mais écoute, on ne sait jamais. Peut-être que demain matin, il va se réveiller puis il va se dire, regarde, c'est fini, là, c'est correct, je retourne je joue à Montréal, puis ce sera bien comme ça. Parce que dans la Ligue canadienne, puis je trouve ça assez dommage parce que et les joueurs qui passent par la Ligue canadienne et les joueurs qui sont canadiens, on dirait qu'ils partent souvent avec une prise contre eux dans la NFL. C'est vraiment dommage parce que, écoute, on n'aura pas tant l'occasion d'en parler, mais le même exemple avec Nathan Ward qui est un Canadien, euh, c'est dur de se faire une place dans la NFL, même Ouais. si le talent est là, à cause du passeport, à cause de son identité. Puis on dit souvent, t'entends parler dans la NFL, tu dis, ouais, écoute, c'est pas vrai ça, mais non, non, c'est vrai, tu le constates avec des joueurs. Puis je veux rien enlever à tous les carrières réservées ce qu'il y a présentement dans la NFL, mais je peux pas croire qu'il n'y aurait pas une place pour un gars comme Nathan Rourke qui a tellement de talent dans une équipe de la NFL. En fait, juste le fait qu'il est canadien lui enlève justement beaucoup d'opportunités. Même chose pour Ogoa, qui pour moi, s'il avait été américain, probablement qu'il serait dans la NFL présentement. Puis, on peut même débattre pour Austin Mack, qui lui a passé, lui est américain, mais lui, le fait qu'il a passé dans la Ligue canadienne, souvent, c'est mal vu. Ouais. Donc, je trouve ça un peu dommage, cette situation-là, mais en même temps, ça donne la possibilité à des équipes de la Ligue canadienne de mieux paraître, de mieux performer encore. Puis lorsque tu as des joueurs disponibles comme ça, je pense que Danny Machocha va tout faire pour aller le chercher, Jonathan Sunderland. Puis j'ai hâte de voir si ça mène à Montréal. Écoute, le ratio va devenir tellement intéressant. J'allais justement parler de ratio. Là. On rajoute Mhm. potentiellement un Sutherland, un Uguak, un Quentin Arcou comme partant. C'est trois joueurs en défensive. Et là, on peut rajouter un joueur de ligne offensive américain, possiblement. Donc, ça donne beaucoup, beaucoup d'options à l'entraîneur Jason Moss. Mhm. On se transpose de l'autre Définitivement. côté du ballon, si tu veux bien, Pablo. Du côté de Mhm. l'attaque, commençons avec le travail du carrière Cody Fajardo qui a commencé la saison comme il l'a fini, en confiance, très à l'aise dans le système de jeu. 12 touchés, 5 interceptions, complète 75% de ses passes. Donc, il est efficace. On l'a vu sortir de sa pochette à l'occasion. Euh, va parvenir à faire une passe ou une course. Pas toujours les meilleures lectures du jeu, mais on sait que ce n'est pas non plus le carrière élite de cette ligue-là. Mais pour ses capacités, il a réussi à faire vraiment du bon travail cette année. Ah, vraiment. Puis Cody Fajardo, la saison dernière, il ne faut pas oublier qu'avant le match de la Coupe Grey, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui avait confiance, à part moi, peut-être au niveau de sa performance à la finale de la Coupe Grey. Puis je me rappelle encore qu'on s'était parlé après la finale de l'Est Ouais. où je t'avais dit justement que Jason Maas avait vraiment limité son cahier de jeu dans le sens où tu dit la défensive fait tellement un bon travail, je veux juste pas que l'attaque nuise à la défensive. Puis on avait fait juste assez. Contre Winnipeg, ça a été nécessaire que Cody Fajardo sorte une grande performance, probablement une de ses meilleures en carrière, pour aller chercher cette coupe-là. Il l'a fait. Puis comme tu l'as dit, il a vraiment transporté ça cette année, transposé ça cette année. Vraiment, il est à l'aise. Il rend ses receveurs à l'aise. Puis c'est vraiment un leader dans cette équipe-là. Puis c'est ça que je trouve vraiment impressionnant de la part de Cody Fajardo, c'est que c'est seulement sa deuxième année à Montréal. Le groupe de receveurs, l'an passé, il n'y a personne qui le connaissait vraiment. Ouais. Donc, puis là, puis cette année, on s'est dit, ah, on va y ramener un gars comme Tevin Jones pour, tu sais, un gars avec qui il avait déjà joué, finalement, retranché, donc même On pas, les libère, ouais. pas l'opportunité de jouer exactement. Donc, il connaît pas tant que ça ses receveurs, mais on dirait que lorsqu'il est là, tout le monde est comme calme autour de lui. Tout le monde comprend que c'est lui le leader, puis qu'il va trouver une façon de mener l'équipe à la victoire. Et là, ça a apparu son retour contre Edmonton. Il n'y a personne qui a paniqué, il n'y a Mm. personne qui s'est dit oh, cette équipe-là ne sera pas capable de revenir. Non, parce que Cody Fajardo amène cette tranquillité-là d'esprit, si on veut. Puis c'est ça, je pense que n'importe quel entraîneur recherche. Puis dans le cas de Fajardo, tu l'as dit, tu as parlé de ses statistiques, c'est efficace, mais je pense que ça va vraiment au-delà de ça. C'est le fait qu'il mène cette équipe-là. On sent que c'est son équipe, puis il est vraiment plein contrôle dessus. Donc, non, vraiment, Ouais. ça va très bien pour Cody. Petit mot rapide aussi sur Davis Alexander. Lorsque Cody Fajardo est tombé au combat, Alexander, 25 ans, dans le système des Alouettes depuis longtemps, mais c'était la première vraie chance qu'il avait.
Il a été très, très efficace. Très peu d'erreurs, 6 touchés, une interception. Je pense que c'est un gars que si il est prêt à rester derrière Fajardo pendant quelques saisons, ben, il pourrait avoir le poste de partant là, dans quelques années. Donc, vraiment un bon jeune carrière prometteur qu'on a dans le système. Parlons des receveurs de passe. Le premier qu'on doit mentionner, c'est le travail de Tyson Philpott. C'est le joueur par excellence canadien de la dernière Coupe Grey. Avant de se blesser il y a 2 matchs, c'était le receveur le plus constant de l'équipe et le plus visé. 58 réceptions, 778 verges, 6 touchés. Ces statistiques-là le placent parmi l'élite de la Ligue canadienne. Ah, c'est tellement dommage qu'il se soit blessé parce qu'il Ouais. y avait une saison historique pour un receveur canadien. Il s'approchait je pense qu'il était à une verge de Justin McInnis au premier rang de la Ligue canadienne pour les verges sur réception. Malheureusement, il se blesse, puis tu l'as dit, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais c'est vraiment dommage dans son cas parce que tu sentais qu'à tous les matchs, il prenait une coche de plus. Puis dans le cas de Tyson Philpott, c'est assez intéressant parce que l'an dernier, c'était pas une saison si extraordinaire pour lui Non. jusqu'à ce fameux match de la Coupe Grey où il a fait cette attrapée spectaculaire. Oui, il a été bon à l'occasion, mais c'était vraiment Austin Mack qui avait vraiment le rôle de receveur numéro un. Cette année, vraiment, on a senti qu'on lui a donné les rênes de l'attaque pour les receveurs. On lui a dit, il faut que tu sois un receveur numéro un. Puis dans son cas, c'est un excellent receveur. C'est un Canadien, c'est vrai, mais ça change absolument rien au fait c'était le meilleur receveur de l'équipe avant qu'il se blesse. Puis, ce que je trouve intéressant dans son cas, c'est que euh, lorsqu'il attrape le ballon, tu sens que c'est pas fini. Il y a toujours une chance de faire briser quelques plaqués puis d'aller chercher les verges qui manquent. Puis il est un joueur tellement explosif, capable de battre dans les zones profondes, mais aussi, comme je l'ai dit, capable d'absorber les plaqués, d'aller chercher les verges Vraiment. supplémentaires. Et c'est un receveur complet qui a le potentiel définitivement d'être un receveur numéro un. Puis on peut parler de l'unité en général, mais on a été capable de combler sa perte dans le sens où Charleston Rambo, un gars qui a battu Tevin Jones au camp d'entraînement pour le poste de Ouais. receveur éloigné, mais lui, justement, il a pris le rythme, puis il a pris la Je charge rajouterais de. aussi Pablo Cole Ouais, Speaker qui ouais, depuis ces blessures-là, c'est les deux gars qui, pour moi, vraiment ont ouais. monté leur jeu d'un cran, Rambo Speaker. Là. Non, non, tu l'as dit, puis Speaker, je pourrais passer 30 minutes à te parler de ce gars-là, puis tellement je l'adore comme receveur. Mais je veux juste revenir rapidement à Charleston Rambo, vraiment explosif comme joueur, puis dans son cas, on sent vraiment que il prend ses aises dans la Ligue canadienne, puis ça n'a pas été facile au début, mais là, tranquillement, tu sais, il commence à prendre son rythme, puis ça va être tout un groupe de receveurs, puis tu l'as dit, Vraiment. Cole Speaker, moi, je l'adore, ce joueur-là, pour plusieurs raisons. La première, c'est que peu importe la position que tu lui donnes, il va être capable il va faire le travail, puis il va attraper les ballons difficiles. C'est probablement le receveur dans l'équipe qui attrape les ballons les plus difficiles. Cette Il n'a année, pas il peur s'est d'aller fait dans le geler. trafic, comme on dit. Ouais, Là. cette année, il s'est fait geler quelques fois Ouais. à Edmonton. Je me rappelle toujours me rappeler Lucius Purifoy, il le gèle. Ouais. Puis il se relève, il continue. Puis écoute, le dernier match, j'étais vraiment content de le voir un peu dans la lumière, si on veut, avec 2 touchés. Mais c'est vraiment un joueur qui est efficace, puis un joueur qui est capable d'être efficace aussi en protection. On lui demande souvent le rôle que Tyler Snead avait avant qu'il se blesse, de venir justement aider la ligne à l'attaque, faire quelques blocs avant d'aller chercher, avant d'aller se placer comme receveur. Puis ça lui enlève plusieurs réceptions, mais il accepte son rôle. Puis lorsqu'on a besoin de lui, lorsque l'enjeu est grand, encore une fois, c'est un autre joueur qui avait très bien joué à la Coupe Grey, lorsque l'enjeu est là, il répond très bien. Ils ont respectivement Rambo et Speaker 599 et 525 verges captées cette saison. On Hum, a Tyler Snead qui s'est blessé dès le début de la saison, qui est Julian Grant, le Canadien aussi. Reggie White, qui est un petit peu plus discret cette année, moins explosif qu'avant sa blessure. On peut se questionner s'il aura une place lors du retour des blessés. C'est une unité qui est très, très complète et qui est bien complétée aussi par le porteur de ballon Walter Fletcher, qui quitte régulièrement le champ arrière pour s'offrir une option. Quand même 49 passes captées pour 461 verges. Il a pratiquement autant de verges par la passe qu'au sol. Donc, c'est une option de plus. Et si ce n'était pas suffisant, on a pu compter sur le retour, tu l'as mentionné, dans les derniers jours de Austin Mack, qui non seulement est revenu à Montréal pour compléter la saison, mais il a signé une belle prolongation de contrat jusqu'en 2028. Il a été retranché par les Falcons après un essai infructueux. Parle-moi un petit peu de ce commitment qu'il a décidé non seulement de s'installer pour plusieurs saisons ici, mais d'être
un élément du noyau des Alouettes pour plusieurs saisons. Il semble vraiment vouloir s'implanter dans la communauté montréalaise, là. J'ai beaucoup de bonnes choses à dire d'Austin Mack. Déjà, l'an passé, parce qu'il est arrivé, on sentait déjà il a embrassé la Ligue canadienne dans le sens où il s'est dit, je vais prendre une année pour justement découvrir cette ligue, m'y faire, puis devenir un bon joueur dans cette ligue. Puis donc, il a vraiment passé une année vraiment complète sans penser à la NFL, sans penser à ses opportunités qu'il a déjà eues par le passé, mais avec des blessures, tout ça. Il s'est dit, moi, je veux vraiment me concentrer pour devenir le meilleur receveur que je peux dans cette ligue-là. Et ça, pour moi, ça a fait toute la différence pour le joueur qu'il est devenu, pour le joueur qui a permis aux Alouettes vraiment de gagner cette Coupe Grey-là l'an dernier. Puis, justement, d'accepter ce rôle de receveur numéro un. Là, évidemment, obtient une très belle opportunité avec les Falcons, mais je pense que les circonstances ont fait en sorte que, malheureusement, il n'a pas pu se tailler une Il n'y a pas de poste. place pour Les lui. Falcons ont un groupe de receveurs monstrueux sur papier, parce que, en tout cas, les Falcons, depuis plusieurs années, sur papier, c'est très bon, mais sur le terrain, c'est moins bon. Donc, sur papier, c'est des très bons receveurs, mais dans son cas, je pense qu'il attend un deuxième enfant Ouais. dans pas longtemps. Je pense que il s'est dit, regarde, je pense que c'est le moment est arrivé pour moi de m'établir quelque part. Et je pense qu'à Montréal, il y a vraiment une belle connexion. L'an passé, comme tu l'as dit, comme je l'ai dit tantôt, tu sais, il est vraiment tombé en amour avec la ville, avec Je les pense que gens. oui. Ouais. Puis vraiment, on le sent qu'il aime Montréal, puis il aime les gens avec qui il travaille aussi. Donc, que ce soit Cody Fajardo, mais que ce soit aussi les gens à la direction. Donc, il sent vraiment en confiance. Puis c'est rare. Écoute, au niveau receveur à l'Ouest, je pense que Jamal Richardson, c'est le dernier qui me vient en nom, le dernier qui me vient en tête de joueur qui a signé pour longtemps. Je pense qu'il avait signé pour Ouais. 3 ans à Montréal. Mais écoute, c'est rare qu'un joueur 4 ans, ouais. va dans la Ligue canadienne s'engager pour 4 ans avec une équipe. C'est vraiment tout un signe de dévouement de la part Absolument. d'Austin Mack pour Montréal. Puis je pense qu'honnêtement, c'est un merveilleux fit pour les Alouettes à long terme. Si on parvient à avoir tout ce beau monde-là en santé, on pourrait avoir une unité qui inclut Phil Pott, Austin Mack, Charleston Rambo, Cole Speaker, Kian Julian Grant, Tyler Snead. C'est définitivement l'unité, l'équipe qui a le plus de profondeur à la Mhm. position. Euh, donc, si tout le monde pouvait être en santé, les Alouettes vont être extrêmement dangereux. Alors, on a parlé de Fletcher comme receveur de passe. Parlons-en un petit peu comme porteur de ballon. Il a eu un impact direct en tant que partant. Là, il trouve les brèches. Il est excellent en changement de direction. Pas celui qui va briser le plus de laqués, mais quand même 483 verges au sol. Mais il court beaucoup moins que les autres porteurs numéro un de cette ligue-là. Sa moyenne de 5,4 verges par course le place troisième des porteurs du top 10. Donc, c'est considérable. Il est un élément très important de cette attaque. Oui, puis moi, Walter Fletcher, ce que je trouvais intéressant en début d'année, c'est on parlait beaucoup d'un porteur de ballon qui est vraiment plus Est-Ouest versus William Stabach, qui était vraiment un gars Nord-Sud. Puis pourquoi je disais ça, c'est parce que la ligne à l'attaque a de la difficulté, puis c'est le cas aussi cette année, à lui donner ces brèches-là. C'est vrai que lorsqu'on lui donne des brèches, il est explosif et capable d'aller chercher les verges rapidement, mais c'est rare qu'on lui donne qu'on lui crée des brèches cette année. Puis moi, c'est un autre problème que pour moi, les Alouettes doivent résoudre d'ici la fin de la saison. Il faut qu'on trouve un moyen de courir avec Walter Fletcher. Parce que, on l'a dit, le groupe de receveurs, c'est vrai, il est terrifiant présentement. Puis il y a beaucoup de joueurs blessés, c'est vrai. Mais même lorsque ce beau monde-là sera en santé, Il faut courir. il faut que tu donnes une menace à l'autre équipe au niveau du jeu au sol. Parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on va commencer à doubler des receveurs. Puis là, Cody Fajardo va avoir plus de problèmes à aller retrouver ces receveurs-là, aussi bons soient-ils. Tu ne peux pas toujours battre une double couverture défensive en tant que receveur, c'est quasiment impossible. Donc, les Alouettes doivent devenir quand même une menace au sol. Puis moi, je pense on le dit, Luc Brodeur-Jourdain l'avait promis avant le début de la saison, il faut que la ligne offensive soit meilleure. En fait, il avait promis que la ligne offensive allait être meilleure que l'an dernier. Là, c'est le temps, je pense, de le prouver en deuxième moitié de saison. Il faut que cette équipe-là passe à un autre niveau. Ouais. Écoute, du côté de la ligne, je pense que le problème reste le même, c'est qu'on perd la bataille des tranchées très souvent. Walter Fletcher se fait frapper souvent même avant même d'arriver à la ligne d'engagement. Absolument. Donc, je pense que c'est définitivement, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment la ligne offensive, la ligne défensive, c'est là que Danny Machocha doit faire des appels pour essayer de trouver des joueurs qui peuvent venir solidifier ces unités parce que je te dis, pour le reste, je pense que cette équipe-là a très, C'est très peu de c'est- failles. c'est nickel. L'attaque qui a montré quand même qu'elle peut revenir de l'arrière.
toutefois, mais devra prouver aussi qu'elle peut mettre des points sur le tableau de manière plus constante pendant Mhm. 4 quarts. Reste que Jason Moss a été excellent pour amener des ajustements à la mi-temps. Donc, Ouais. c'est quand même Je, considérable. je veux juste rajouter un point par rapport à ça, puis c'est Ouais, peut-être la plus grande inquiétude que j'ai au niveau de l'équipe cette année. Je pense que on commence très lentement les rencontres vraiment. depuis le début de la saison. Puis comme tu l'as dit, c'est une attaque qui a démontré qu'il est capable de revenir de l'arrière, mais c'est comme tout dans la vie. Je veux dire, à un moment donné, toute bonne chose a une fin. Puis il va arriver un moment donné où les Alouettes ne seront pas capables de revenir de l'arrière. Puis je souhaite à l'équipe que ça n'arrive pas en séries éliminatoires, où là, justement, ce n'est qu'un seul match qui décide l'issue de justement d'une année au complet. Puis parlez-en aux Argos l'an dernier qui avait une fiche de 16 victoires, 2 défaites avant que les Alouettes arrivent à Toronto puis les battent en finale de l'Est. Donc, les Alouettes doivent rester sur terre et doivent commencer leur match à leur façon, doivent dicter du football type Alouette et non attendre la deuxième demi où justement que l'écart soit trop grand pour se réveiller. On l'a vu depuis le début de l'année, on s'en est toujours très bien tiré, que ce soit à Regina, que ce soit contre Edmonton la semaine dernière. On s'en est toujours très bien tiré d'affaire. Mais le problème, c'est que lorsque tu commences à trop pousser, à un moment donné, ça va briser. Puis, comme je l'ai dit, je souhaite que ça repose en séries éliminatoires, mais c'est quelque chose que les Alouettes doivent définitivement travailler pour justement arriver en séries éliminatoires, non seulement en grande confiance par rapport à l'affiche, mais en grande confiance aussi au niveau de comment on commence les matchs. Parlons rapidement des unités spéciaux. Je lève mon chapeau à Barron Archambault qui a dû faire face à un tsunami de blessures à un certain point, principalement des joueurs canadiens qui étaient quand même dominants sur son unité. Le botteur David Côté s'est blessé. Il a été remplacé par José Maltos, légèrement moins efficace sur ses placements là, en moyenne, Mhm. mais il reste quand même un gars sur qui on peut compter. Côté devrait effectuer un retour au jeu prochainement. Joseph Zema, un peu moins régulier que l'année passée dans ses bottes de dégagement. Jalen Sletcher fait du bon travail. Tu satisfait de cette unité dans son ensemble? Là? Écoute, après les deux unités que j'ai mentionnées, ligne offensive, ligne défensive, je pense qu'unité spéciale, on est capable d'en donner un peu plus aux Alouettes. Puis écoute, je suis peut-être un peu exigeant parce que je sais ce que le Jim Letcher est capable de donner. Puis cette année, j'ai l'impression que pour lui, il est à deux, trois plaqués de ratés écoute, de blocs D'avoir réussis, de touché. Hein. pouvoir filer, exact, de filer pour des toucher. Puis dans ce cas, je pense que les Alouettes peuvent faire un meilleur travail à ce niveau-là au niveau de ses retours, de passer à un niveau supérieur. Puis on l'a vu contre Regina, c'est là que James Letcher a marqué finalement son premier touché de la saison. Mais vraiment, cette année, on a de la misère à lui ouvrir les brèches. Puis lui, c'est vraiment tout ou rien dans le sens, soit c'est des gros retours, soit c'est des retours très, très faibles où il se fait frapper immédiatement, puis très solidement aussi. Donc, je pense que du côté des unités spéciales, on est capable de faire mieux globalement. Puis tu t'as mentionné Joseph Zema. Moi, je trouve que c'est un peu une déception cette année au niveau de ses beautés. C'est pas le même Joseph Zema. Puis écoute, c'est peut-être une suite de la finale de la Coupe Grey où il avait vraiment connu un match horrible. Mais vraiment, cette année, on le sent moins en confiance. Je pense que les retourneurs commencent à s'ajuster aussi, les équipes commencent à s'ajuster. Mais lui, en tant que tel, ça ne doit pas changer nécessairement la méthode de son travail. Je pense qu'il C'est plus doit demeurer constant. Là. fidèle, exact, il doit demeurer fidèle à ce qu'il fait. Puis de son côté, j'ai vraiment l'impression qu'il est capable d'en donner un peu plus aussi. Puis les unités spéciales sont capables d'en donner un peu plus. Mais tu as mentionné tous les blessés, puis tout ça, puis je suis parfaitement conscient de la situation. Mais les joueurs qui embarquent sur le terrain sur les unités spéciales Ça se va être présent. doivent de donner de l'effort supplémentaire, surtout que tu as beaucoup de joueurs remplaçants qui jouent dans cette unité-là. Donc, c'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup l'occasion de toucher au terrain. Donc, tu sais, c'est vraiment une belle opportunité pour eux de se faire valoir aussi. Donc, en tout cas, c'est vraiment mon constat. Je pense que tu as raison de mentionner qu'il y a eu beaucoup de blessures, c'est vrai. Mais je pense que lorsque tu regardes cette unité-là, je pense que si tu, Ah, bien si tu d'accord. demandais si tu demandes à Byron Archambault qu'est-ce qu'il pense, je pense qu'il va te dire je pense qu'on est capable de mieux, puis je pense qu'il a vraiment raison là-dessus. Tableau, on va terminer l'épisode avec 3 questions-réponses éclairs, si tu veux bien, Mhm. sur la Ligue canadienne et une sur les Alouettes. Est-ce que, Vas-y. selon toi, les deux gros ajouts des Lions, Nathan Rourke et Mathieu Betts, font d'eux l'équipe à battre dans l'Ouest, eux qui vont recevoir la Coupe Grey? Oh, c'est une très bonne question. Je te dirais présentement non. Dans 5 semaines, oui. J'ai les Lions qui ont présentement Nathan Rourke. Oui, c'est vrai, il y a 2 défaites à son actif, dont une où il y avait une semaine tellement courte de préparation, mais Ouais. tu sais, il faut qu'il s'ajuste à un groupe de receveurs complètement nouveau. Il est Oui, le aussi bon au système est le sol. même. Ouais.
Exact, mais il est extraordinaire, ce carrière-là. Puis je pense que dans 5 semaines, on va parler des Lions comme une force retrouvée dans la Ligue canadienne parce que là, je pense qu'ils ont 5 défaites de suite. Ils vont se replacer, je suis pas mal sûr. Puis Mathieu Betts, de son côté, écoute, c'est clair que les Lions avaient Ouais, écoute. besoin, c'est une autre équipe qui avait besoin d'ajouter un peu de pression de la part de la ligne parce que la défensive, les demi-défensifs se font traverser présentement. Donc je pense que ça va vraiment aider les Lions à devenir l'équipe la plus dangereuse dans l'Ouest. Est-ce que Ottawa est aussi bonne que leur fiche de 15 points, de 7 victoires, 2 défaites et un bris d'égalité, selon toi? Il y a 2 semaines, je t'aurais dit non. Là, je te dis oui. Je pense qu'ils ont démontré qu'ils sont capables de gagner des bons matchs. Ils viennent de battre les Lions de la Colombie-Britannique. Puis, ils sont revenus de l'arrière pour ça. Puis, ils ont perdu Jalen Acklin qui a subi écoute, une blessure assez horrible. Les gens qui l'ont regardé, je pense que c'est pas des scènes très agréables à Ouais. regarder. Puis, malgré justement beaucoup d'émotions, les Rouges et Noirs, ça me fait penser un peu aux Alouettes de 2019, où il y a énormément de magie dans cette équipe-là, où on est capable de revenir de l'arrière dans des situations où on se dit, écoute, cette équipe-là ne sera pas capable de revenir ou pas capable de gagner. Je pense qu'ils sont aussi bons que leur fiche leur démontre présentement. Je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit à Bob Dice qui a trouvé une façon de rallier ses troupes puis de leur faire croire que c'est possible de finir deuxième dans l'Est ou écoute même d'essayer de challenger les Alouettes. Mais vraiment, cette équipe-là est vraiment, tout est autour de Bob Dice. On croit en son système, on croit en ses jeux, on croit au coordonnateur offensif que son nom m'échappe présentement. Était avec Hamilton pendant très, très longtemps. Ah, Tommy Condell, ça n'a jamais été mon préféré, mais présentement fait un excellent travail, que ce soit avec Drew Brown ou Jeremiah Masoli. Donc, sérieusement, le Rouge et Noir m'impressionne, puis j'ai hâte de voir comment leur saison va aller d'ici la fin de la saison. Pour terminer, après la 21e semaine de jeu, lorsque les Alouettes auront joué leur dernier match de saison régulière contre les Blue Bombers de Winnipeg, quelle sera selon toi la fiche des Alouettes après 18 matchs? Je pense que ce sera 14-4, la fiche des Alouettes. Ce qui va les En prédiction. mener à fort probablement, une première place Mhm. dans la section Est. On se reparlera évidemment, Pablo, si tu le veux bien, euh, à l'amorce des séries éliminatoires dans la Ligue canadienne. Il y a du beau football qui nous reste à venir. Du football, je ne sais pas pour toi, c'est le fun l'été, mais du football l'automne, il y a quelque chose de Euh, particulier là-dedans. On on- adore ça, aller au stade avec une petite veste, un petit manteau, une température un petit peu plus pluvieuse. Il y a quelque chose de magique là-dedans. on dit que la saison de la Ligue canadienne commence après l'Action de grâce. On est parfaitement en fin de semaine de l'Action de grâce. Puis j'invite les gens qui passent, évidemment, qui vont passer, écoute, là, ça s'en vient, l'Action de grâce, mais qui vont passer justement cette fin de semaine-ci, la fin de la fête du travail aussi. C'est une fin de semaine où il y a 4 matchs à la Ligue canadienne durant la fin de semaine. Donc, j'invite les gens justement à aller regarder ces matchs-là parce que les Alouettes sont, comme tu l'as dit, pas en action cette semaine. Mais écoute, tu as des rivalités, là, Bon c'est football, vraiment ouais. extraordinaire. Puis je t'en parle souvent justement de l'ambiance dans d'autres stades, puis dans des marchés où peut-être le football est plus implanté. J'ai tellement hâte de voir des matchs comme les Winnipeg, Saskatchewan, ça va être Ouais. écœurant. Même Toronto, Hamilton, il y a toujours une espèce de rivalité entre les deux. Donc, non, c'est des bons matchs qui s'en viennent, puis ça va être toute une. Je pense que le niveau de la Ligue canadienne, il y a plus de parité cette année que l'an dernier. Puis ça donne droit à des matchs vraiment excitants. Donc, non, c'est vraiment dur pour les experts de prédire les matchs. Tu peux Ouais. le voir dans les classements Ottawa, des Ottawa, experts. BC. Ah, ça va être bon aussi, avec Encore excellent. À Victoria. un gros merci, Pablo, encore une fois, pour une autre super participation au temps d'arrêt. J'adore parler de football, j'adore parler des Alouettes. Tu es le gars tout très, très bien placé pour faire une belle analyse avec nous. J'apprécie, nos auditeurs apprécient. Donc, j'encourage encore une fois les gens à lire Pablo, à l'écouter au podcast, l'envol, du contenu Alouette et LCF hebdomadairement. Donc, merci beaucoup, Pablo. On va se souhaiter à tous une bonne fin de saison. Euh, Longue vie au succès des Alouettes. Puis, on va se reparler à l'amorce des séries éliminatoires. Absolument. Merci, Étienne. Merci à toi et on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.